Place à notre débat. Donc, nous allons nous pencher ce soir sur l'après-Brexit. Maintenant qu'il a quitté l'Union européenne, Boris Johnson est contraint à un périlleux numéro d'équilibriste. Le Royaume-Uni va-t-il soigner ses relations futures avec Bruxelles ou basculer du côté des États-Unis? Pour en débattre ce soir, nous accueillons Annick Cizel. Bonsoir, vous êtes chercheuse en politique étrangère des États-Unis à l'Université Paris 3. Et pour vous, Annick Cizel, le rapprochement entre le Royaume-Uni et les États-Unis, vous dites qu'il est incontournable. Boris Johnson devra pour autant peut-être parfois faire face à des tensions parce que les intérêts nationaux de ces deux pays risquent fortement de ne pas coïncider. Et à vos côtés, bonsoir Jeremy Stubbs. Bonsoir. Welcome même. Vous êtes président du parti, j'ai fait des efforts, j'ai révisé avant que vous arriviez, vous êtes président du Parti conservateur britannique à Paris, Jeremy Stubbs, et contributeur régulier de la revue Causeur. Et selon vous, le Royaume-Uni, dites-vous, ne sera pas obligé de s'aligner, enfin ne s'alignera ni sur l'Europe, ni sur les États-Unis, mais va cultiver, incarner sa propre position, une position indépendante. Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a sûrement matière à trouver de nombreux accords avec Donald Trump pour les Britanniques. Et comme chaque samedi, nous retrouvons Omar Ouaman, grand reporter à Radio France. Bonsoir Omar, bienvenue. Et pour ouvrir le débat, un petit résumé de la semaine. Et quel partenaire sera Boris Johnson? Devra-t-il choisir entre les États-Unis et l'Europe? C'est la question que se pose Bruxelles. Cette semaine, le Premier ministre britannique a accueilli très positivement le plan de paix pour le Proche-Orient de Donald Trump, alors que les autres pays européens étaient beaucoup plus prudents. Mais cela ne veut pas dire que Bojo est totalement aligné sur les positions de Washington. La preuve, il va permettre au géant chinois Huawei de participer au développement de la 5G au Royaume-Uni contre l'avis des États-Unis. Un exercice, vous l'avez dit, Renaud, d'équilibriste, de contorsionniste même. Sur la crise iranienne, la Grande-Bretagne a eu une position plus proche de celle de Bruxelles en appelant à une désescalade urgente tout en évitant de froisser son allié américain pour ne pas compromettre les négociations sur les futures relations commerciales avec les États-Unis. Quant à Donald Trump, eh bien, lui, il ne cesse de dire du bien de Bojo, de Boris Johnson. On écoute justement Donald Trump, le président américain, qui s'est exprimé sur ce Brexit qui voit enfin le jour. Ce sera une grande chose pour les États-Unis parce que cela signifie beaucoup de commerce, énormément d'échanges commerciaux. Ils s'impatientent de faire affaire avec nous. Donald Trump, ravi donc, Jeremy Stubbs. Donald Trump a promis un accord commercial massif avec le Royaume-Uni, mais est-ce que Boris Johnson est en position de force pour négocier avec Washington sur le plan économique? Oui. Bon, les positions de force, c'est un peu une question de la perception de l'autre partie. Est-ce que l'autre trouve que vous êtes en position de force ou non? Et la stratégie de Boris Johnson, ce sera une stratégie triple. D'un côté, il va être l'intermédiaire entre les États-Unis et l'Europe. Il va faire des accords, ou comme on dit, des deals des deux côtés. Donc, il va faire l'intermédiaire. Il va faire aussi un peu le faiseur de roi sur des questions. D'accord, c'est un petit pays, on peut dire, entre les deux grands blocs, mais qui va tenir un peu l'initiative. Et puis, surtout, l'idée, c'est de présenter le Royaume-Uni comme étant une puissance indépendante. C'est aux autres de s'aligner sur nous. Il ne faut pas l'oublier. Justement, les autres, donc Jeremy Stubbs, quand on vous écoute, on voit que Boris Johnson va être très en même temps, en quelque sorte, en même temps 3 fois. Annick Cizel, du côté américain, quelle va être l'attitude de Donald Trump? Est-ce qu'il est prêt, effectivement, en matière notamment de négociation de cet accord commercial, à accueillir à bras ouverts Boris Johnson et le Royaume-Uni? C'est vrai que sur un plan commercial, l'administration Trump, jusqu'à présent, nous a plus parlé protectionnisme et, j'allais dire, exclusivité que partage. Et donc, ça va placer le nouveau Royaume-Uni dans une situation triangulaire un petit peu difficile à équilibrer entre des États-Unis qui sont prêts tout à fait à négocier de manière bilatérale. C'est la manière de faire, c'est la façon Trump, c'est le style Trump au niveau commercial. Mais en même temps, le Royaume-Uni va devoir néanmoins ménager la transition avec l'Union européenne. On ne peut pas du jour au lendemain changer ses habitudes commerciales. Et en même temps, peut-être à la manière, je ne sais pas, de la Norvège ou de l'Islande, qui font partie de cette alliance, de cette association, c'est pas une alliance, de cette association européenne de libre-échange, devoir se rapprocher de l'Union européenne, pas trop s'éloigner, et pour autant ménager d'autres alliés. Nous sommes au XXIe siècle de la mondialisation, c'est-à-dire c'est le oui à Huawei, c'est le oui à la Chine, qui là, pour le coup,
est vraiment presque une déclaration de guerre commerciale à Donald Trump. Donc ce jeu d'équilibriste va être extrêmement difficile à tenir et je ne suis pas sûre que du côté du président Trump, le libre-échangisme très ouvert, très globaliste de Boris Johnson va vraiment retenir les faveurs de son conseiller en commerce, de Bob Lighthizer, ou du reste de l'administration, ou de son secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Vous parlez de Huawei, mais il y a une autre pomme de discorde, c'est la taxe GAFA que Boris Johnson est prêt à mettre en place. Est-ce que c'est de nature à dégrader les relations entre Londres et Washington, Annick Cizel? C'est vrai que si Boris Johnson s'aligne sur la position française, pour le coup, contre Donald Trump, il est évident que ce choix européen, ce choix transmanche plutôt que transatlantique, si je peux le dire comme ça, va immanquablement être une pomme de discorde, va immanquablement demander soit un Royaume-Uni désaligné complètement, mais jusqu'où peut-il être seul? Est-ce que c'est un retour vers une splendid isolation, vers cet isolationnisme splendide? À l'ère de la mondialisation, c'est très compliqué. Et en même temps, on sait le président Trump intransigeant sur ses alliances. Il n'accepte pas d'autres alliances en concurrence avec ce que lui propose. Donc, cette exclusif... J'essaie de chercher le mot. C'est pas une exclusivité. Il veut l'exclusive alliance, c'est quelqu'un qui pratique un tête-à-tête. Il veut être absolument un tête-à-tête unilatéral avec son partenaire. Il y a les dossiers commerciaux d'une part, mais il y a effectivement les accords, les rapprochements diplomatiques. Est-ce qu'il y a une tentation, une propension du côté britannique, peut-être parfois à s'aligner sur les positions américaines? Historiquement d'ailleurs, Emmanuel Macron a même évoqué le terme de vassalisation. Vassalisation du Royaume-Uni sur les positions américaines? On commet à chaque fois la même erreur de perspective, qui est de voir les choses uniquement de son point de vue et de dire « Ah, il s'aligne sur nous. Ah non, il s'aligne sur les autres. Ce qui compte, c'est le fait, est-ce qu'il a sa propre position? Est-ce qu'il a ses propres exigences? Justement, est-ce qu'il a sa propre position? Et ça, on l'a vu jusqu'à présent. D'abord, il a été très indépendant dans son attitude envers l'Iran, plus proche des Européens que de Donald Trump. Ensuite, comme vous l'avez dit, il y a Huawei. Huawei, ça a été annoncé en même temps que le secrétaire d'État Mike Pompeo est venu en Angleterre. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Les Américains ont compris que, en même temps, quand on fait un compromis, on risque d'offenser tout le monde. Et là, il y a un message qui est, on n'a pas peur d'offenser tout le monde parce qu'on existe aussi. Et troisièmement, la taxe GAFA. Là, on voit que la taxe GAFA, ce n'est pas une tentative de copier les Français. Les Français, malheureusement, ils ont échoué là-dessus. Vous voyez, c'est là où le Royaume-Uni va réussir, là où Boris Johnson va échouer. peut cultiver son indépendance donc, et sa singularité, ce que vous expliquez. Jean-Pierre, quelles conséquences le Brexit peut avoir sur le fonctionnement de l'Europe elle-même? C'est-à-dire, Emmanuel Macron, hier, dans une déclaration, a évoqué le fait qu'il fallait, selon lui, profiter de ce choc du Brexit pour essayer d'accélérer la réforme de l'Europe. C'est encore possible, ça? Le problème, c'est ça. Quand on dit toujours que quand quelqu'un a un membre coupé par un accident, ça continue à le gratter là où il n'a plus de jambes, plus de bras. On est un peu dans la même situation. Je veux dire, les Anglais sont partis. C'est pas une bonne nouvelle. Hier, c'est arrivé. Mais il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est qu'ils vont être une capacité à s'adapter beaucoup plus rapide que nous, parce que l'Europe est une machine lourde, parce qu'on est 20. Donc, comment est-ce qu'on a une capacité à s'adapter? On modifie nos systèmes de décision. C'est absolument impératif. Sinon, ils vont être beaucoup plus fun que nous, parce qu'ils iront plus vite. Et la deuxième chose, c'est que l'Europe, maintenant, est entourée de 3 empires, parce qu'on a aussi perdu la Turquie. Il y a 20 ans, on disait la Turquie se rapproche. Donc, en fait, on n'a pas perdu que l'Angleterre, on a perdu la Turquie et on n'a pas su prendre la Russie. Et donc, la question, c'est comment ces 4 partenaires, Moscou, Londres, Istanbul et Bruxelles, vont arriver à faire un groupe. On a des intérêts communs, on a une culture commune. Est-ce qu'on va arriver à faire ça? Est-ce que l'Europe va être capable de se penser autour de ces 3 anciens empires très puissants qui, au fond, n'ont pas pu se mélanger tellement ils sont originaux? Et moi, si vous voulez, je suis triste que les Anglais s'en aillent, mais je dirais que c'est quand même pas une surprise absolue, compte tenu de comme on n'a pas su faire rentrer la Turquie. Les raisons ne sont pas les mêmes, mais quand même un peu les mêmes. En attendant, c'est l'Europe des 27 avec laquelle Boris Johnson va devoir négocier, Jeremy Stubbs. Et c'est une Europe qui va négocier comme ça avec des accords bilatéraux, multilatéraux. Ça va être la pêche, par exemple, avec l'Europe du Nord, ça va être quelque chose d'assez solide. Il va y avoir l'industrie pour les pays de l'Est. Ça risque de faire éclater l'unité de l'Europe. Pour Boris Johnson, ça ne va pas être facile, ça. Je pense que les Européens font d'énormes efforts pour rester unis sur ces questions. Et tant mieux. Et pour l'instant, ils y parviennent, pour l'instant.
Oui, jusqu'à présent. C'est à partir de maintenant que ça va être un peu plus difficile. Mais vous avez raison, Chacun va Boris négocier son Johnson a bout de bras, intérêt à quoi. trouver un seul partenaire en face. En même temps, les différentes pressions vont faire en sorte qu'il va pouvoir, non pas diviser les Européens, ce n'est pas ça le but, mais diviser ce qui est à négocier pour trouver des accords. Et obtenir davantage de chacun. Voilà. Et on parle beaucoup, vous connaissez l'expression en anglais, cherry picking, la cueillette des cerises, qui veut dire choisir ce qui vous va et laisser le reste. Mais en fait, c'est aux deux parties de cueillir leurs cerises. Et c'est ça une négociation. Donc, je m'attends à ce que Boris Johnson reste commercialement assez proche de l'Union européenne, qu'il ait des divergences pour qu'il puisse faire un accord un peu symbolique rapidement avec les États-Unis, qui flatte à la fois Johnson et Trump. Merci à tous les deux. On entre maintenant dans une nouvelle période de négociation, d'ailleurs au moins pendant 11 mois pour négocier la suite de l'après-Brexit. Donc on aura sûrement l'occasion d'en redébattre. Et Jérémy, croyez-moi, vous serez toujours le bienvenu. See you soon. Hein, voilà. Et je serai toujours prêt à venir. C'est pas une vraie rupture. En tout cas, merci à tous les deux. They seek him here, they seek him there. Those Frenchies seek him everywhere. Is he in heaven? Is he in hell? That damned elusive Pimpernel. What?